parler en fait dans le cadre du thème de ce colloque qui est apprendre et former de cette formation pardon, qui est apprendre et former dans et par l'action. Je vais vous parler des aspects un peu collectifs à partir d'un chantier d'études que nous avons en ce moment. Je dis bien en ce moment, c'est-à-dire que ce n'est pas un chantier qui est complètement terminé. Et il m'a semblé que c'était plus intéressant d'avoir un chantier non terminé que d'avoir quelque chose de tout lisse à présenter. Et qui porte, comme vous l'avez maintenant sous les yeux, sur la question de la formation à la prévention des risques électriques dans le domaine du bâtiment. Alors, on est loin des sports et je m'en excuse. J'aurais préféré faire du vol libre ou de la voile ou tout autre sport. Mais là, vous voyez, j'ai les mains dans le béton et plutôt même les pieds. Et donc, je vais plutôt vous parler de ça à partir d'une étude qu'on a conduite avec une collègue qui est Christine Vidal-Gomel et puis deux ergonomes d'un cabinet privé avec lequel on a travaillé sur une demande du ministère du Travail qui consiste tout simplement à nous interroger sur les façons de mieux prévenir les risques professionnels électriques pour des personnes qui ne sont pas des électriciens, c'est-à-dire peut-être vous et moi, sauf si dans la salle nous avons des spécialistes du domaine. Les formations dans ce domaine sont des formations assez basiques, qui sont des formations plutôt de sensibilisation en fait, au risque électrique. Et donc avec Christine, nous avons été, pour répondre à cette demande, nous avons été amenés à d'abord questionner cette demande en allant rechercher dans ce qu'il existe comme statistiques l'importance, si vous voulez, de ces accidents électriques. Et je vais donc le faire très bref parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour nous ici. Mais on a fait tout un travail d'analyse statistique qui nous a amené à constater que les professionnels les plus exposés aux risques électriques étaient évidemment des personnes qui avaient à voir avec les lignes électriques haute tension. Alors, je le dis, on a repéré une fois un centre de loisirs dans lequel un mât de navire a touché une ligne électrique et qui a donné lieu à un accident professionnel. Mais globalement, c'est vrai que les professionnels qui sont concernés sont plutôt les professionnels du bâtiment, notamment alors tous ceux qui travaillent, alors parfois aussi ceux de la manutention, c'est-à-dire ceux qui travaillent sur des nacelles qui partent en hauteur. Et puis, on a assez vite repéré que la grande majorité des accidents qui intervenaient étaient les professionnels de la livraison de béton. Vous savez, et peut-être avez-vous rêvé de conduire quand vous étiez petit des petits camions comme ça et des grosses bonbonnes derrière? Non, pas du tout. Je me doutais un peu qu'il y avait là un clivage de genre peut-être sur la question. Mais en tout cas, donc ce sont ces professionnels qui livrent donc le béton à la fois non seulement avec les grosses bonbonnes que vous voyez tourner derrière les camions, mais aussi surtout avec des tapis ou des bras articulés pour aller livrer derrière, pour faire notre terrasse derrière notre maison. Alors ils passent au-dessus de la maison carrément avec les bras, et ce faisant, parfois ils touchent des lignes électriques, ou alors il peut y avoir éventuellement des amorçages qui interviennent. Alors vous avez un petit schéma, même si on ne le voit pas très bien là, d'un camion avec son bras déployé, et donc des amorçages de lignes. Et donc la méthodologie qu'on a employée avec Christine, ça a été d'abord de réaliser des analyses d'accidents, dans des analyses relativement imparfaites, puisque en général, ni les entreprises, ni parfois les inspecteurs du travail, pour d'autres raisons, ne pensent tout à fait à retranscrire les conditions des accidents qui ont conduit à cette situation. Et vous pensez bien évidemment que ce qui va nous intéresser tout à l'heure, ce sera précisément comment les accidents peuvent advenir,
parce que c'est là que les questions d'apprentissage vont se poser de façon plus forte. Alors, on a également examiné la réglementation et on s'est livré donc à un certain nombre d'observations. Donc, nous sommes montés dans les camions de livraison et on a fait ce travail avec les chauffeurs, avec donc un certain nombre de caractéristiques, si vous voulez, qui sont ressorties de notre analyse documentaire. Pour ma part, donc, qui était plus le formateur, on va dire, dans cette équipe d'études, m'intéresser plus clairement à ce qu'on appelle les formations H0, B0, qui sont des formations qui sont en fait des formations de sensibilisation au risque électrique, passant avant tout par une connaissance de la réglementation, et puis évidemment par l'énonciation d'un certain nombre de prescriptions à respecter pour les personnes, et avec une pratique de formation, alors qui est loin des tutorats qu'on a envisagés ce matin, une pratique de formation qui est plutôt magistrale et finalement qui est peu centrée sur les phénomènes véritablement en jeu pour gérer les risques, et puis peu centrée également sur les comportements effectifs en situation, avec deux écueils qu'on a pu repérer. C'est soit donc l'excès de réglementation. Vous imaginez le conducteur d'une toupie béton qui va dans cette formation-là une journée, pas plus, mais qui est quelqu'un qui va conduire, qui conduit d'habitude son camion, on le met assis et on lui explique que la réglementation européenne 86-510, c'est celle qu'il faut qu'il respecte, et on lui décline les articles de la Commission européenne, ce qui la laisse relativement interdit, si je puis dire. Et puis, par ailleurs, un autre écueil qui est en fait certaines entreprises dans lesquelles, sur la base de ce que je viens de dire, on élabore des sortes de petites bandes dessinées très simples, voire simplistes. On fait des dessins et on dit attention, on fait des petits triangles avec des points d'exclamation et on dit fais attention à ça parce que ça là, tu vas te faire mal si tu touches à ça. Et évidemment, donc, le simplisme pédagogique, si vous voulez, de la bande dessinée, ça veut dire que le chauffeur, livreur, va repérer finalement sur le petit dessin s'il y a 2 ou 3 râteaux, on va dire, en haut du poteau. Il va inférer de là, si vous voulez, la puissance de voltage du poteau. Et parfois, ça ne correspond pas du tout. Donc, il n'a pas d'idée, en gros, finalement, justement des phénomènes en jeu pour gérer le risque. Et comme vous l'avez sous les yeux, l'enjeu de la formation, c'est vraiment produire une théorie du risque, un ensemble de concepts, de relations et d'actions qui permettent de traiter ces situations. Alors, là où donc vous entendez bien ce que je vous présente, on est loin de ce qu'on a entendu ce matin à travers la présentation que nous a faite André de la situation, des encadrants dans les différentes disciplines qui ont fait l'objet de l'étude construction de compétences en entreprise. On est véritablement dans quelque chose qui est une formation donnée dans un endroit qui est en général un organisme de formation, les organismes de prévention, si vous voulez, des risques dans le BTP. Et puis par ailleurs, des situations effectives rencontrées sur le terrain, mais qui n'ont pas été construites évidemment au moment de formation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de variables, si vous voulez, de dimension de la situation qui auront été précisées pendant la formation. Peut-être la seconde distinction que je vois avec ce que André nous a présenté ce matin, c'est le fait que ce matin, on avait un discours à propos du travail, et que vous allez le voir, précisément, ce que nous avons cherché à faire, c'est d'aller observer comment ça se passait dans les situations de travail des livreurs. Et c'est ça qui nous a amené, du coup, à penser véritablement différemment la conception même de la formation. Et c'est là aussi où on a abordé les questions du collectif. Alors, d'abord, donc deuxième point, comme je l'ai dit tout à l'heure, au-delà de l'analyse documentaire, des analyses d'incidents et d'accidents d'origine électrique, avec un travail qui a été tout simplement de repérer
les moments où ça se passait. Et donc, même si ça semble évident, ça ne coûte rien de le signaler. C'est évidemment au moment où les bras, les tapis, si vous voulez, de ces camions se déplient, que les risques arrivent, les risques adviennent, en tout cas, plus exactement même le sinistre advient. Autre moment évidemment très, très important, c'est le lavage sur chantier, c'est-à-dire, comme vous le savez, le béton, ça a la fâcheuse tendance à coller. Et donc, dès qu'il a été livré, il s'agit de nettoyer, si vous voulez. Et à partir de ce moment-là, vous vous doutez bien que, notamment pour les alimentations électriques sur chantier, pour les grues ou autres appareils de ce type-là, s'il y a de l'eau si la ligne électrique est mal isolée, à ce moment-là, vous pouvez avoir aussi des phénomènes d'électrocution. Donc des accidents qui sont à la fois conséquences immédiates d'un incident électrique, mais parfois aussi conséquences de la récupération de l'incident. Pourquoi? C'est très simple, c'est qu'en général, les compagnons du bâtiment ont une culture plutôt de solidarité, et que précisément, quand il y a quelqu'un qui se fait électriser, en général, les autres volent à son secours, et à ce moment-là, eux-mêmes sont à nouveau électrisés. Donc du coup, il y a une vraie question autour de la récupération de l'incident. C'est quelle est la conduite à tenir en cas d'incident ou d'électrisation. Les accidents sont en général graves, comme on l'a évoqué au départ de cette étude, et peuvent faire plusieurs victimes. Alors, ce qui va nous intéresser plus nettement, c'est que dans cette analyse qu'on a été amené à conduire, et là on va peut-être rejoindre plus ce qui était évoqué ce matin sur les petites entités de formation sportive, c'est que finalement, la fabrication, et en tout cas la livraison du béton, je ne dis pas que c'est la même chose que les sportifs, mais il y a au moins des choses qui sont relativement similaires, c'est que ce n'est pas de grosses unités. C'est des unités dans lesquelles il y a 3-4 personnes. Et vous avez sous les yeux, en gros, comment les choses se déroulent. C'est-à-dire, vous avez un chantier qui téléphone en fait à ce qu'on appelle une centrale à béton. C'est l'endroit où le béton est fabriqué. Vous pouvez en apercevoir de temps en temps. Il y a 3 grands tuyaux trois grandes finalement réserves dans lesquelles vous avez des gravillons, du sable, etc. et différents adjuvants. Donc le chantier passe la commande à la centrale à béton, et là c'est reçu en général par une assistante, si vous voulez, qui prend la prise de commande et qui au fur et à mesure établit le planning dans la journée, puisque ça se fait vraiment, surtout à cette saison, si vous voulez, ça va se faire d'une heure à l'autre, où c'est assez rare que les chantiers aient une visibilité à ce point importante que même d'une journée à l'autre, ils puissent véritablement planifier ces commandes. Et puis, la prise de commande donne lieu par quelqu'un qu'on appelle le centralier, donne lieu à la fabrication du béton en question, puisque nous avons peut-être tous l'idée que le béton, c'est ce qu'on fait chez soi quand on a un petit travail à faire complémentaire. Eh bien, je suis heureux de vous l'annoncer, il y a 3300 références de béton différents. Et donc, quand il y a des régulations qui sont faites, c'est le trou. Pardon. Quand il y a des régulations qui sont, les régulations sont donc à faire, et le centralier donc lance la fabrication du béton, lequel, une fois fabriqué, donc les camions viennent se mettre en dessous de ces grands réservoirs. On charge les camions, la vis se met en route et la livraison commence. Alors, il peut arriver que dans cette organisation, vous voyez donc qu'il y a un chef de chantier qu'on ne voit pas, qui en général téléphone depuis son portable, une assistante commerciale, un centralier, le chauffeur et livreur, et que ce sont de toutes petites entités qui régulent comme ça, sachant que du point de vue de la réalité sur chantier, comme vous le voyez ici, on a évidemment toute une structuration une fois que le camion est arrivé sur chantier, avec des compagnons qui peuvent accueillir le livreur, éventuellement des chefs d'équipe, éventuellement des chefs de chantier, c'est-à-dire que quand vous arrivez sur un gros chantier, vous ne savez pas où vous devez mettre votre béton. Il tourne derrière, et que la question est de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Alors, un certain nombre des
chantiers, enfin les chantiers obéissent à un certain nombre de réglementations, si vous voulez, qui portent à la fois évidemment sur les règles de sécurité qui président à la livraison de béton, et en même temps, les situations de travail des chefs de chantier, vous ne l'ignorez pas, sont des situations de travail extrêmement tendues en général. Il y a des délais à tenir. On est les premiers en tant que client parfois à exiger que les délais soient tenus sur les chantiers. Et donc, il y a de très forts délais, de pression de délai. Et puis, précisément, les questions de sécurité, à ce moment-là, se posent, commencent à advenir, non pas du point de vue de la responsabilité ou de la compétence même du livreur, mais le problème qui se pose, c'est de savoir si le livreur accepte de courir le risque avec une ligne électrique de livrer ou non. Sachant que l'organisation et la concurrence actuelle dans ce secteur de métier est extrêmement forte et qu'un livreur qui ne veut pas livrer, eh bien d'abord il reste avec son béton dans sa toupie, ce qui pose de fameux problèmes, parce que le béton, vous le savez, a la fâcheuse tendance de prendre. Et puis, et que rentrer à l'intérieur de la bonbonne, quand vous avez 4 mètres cubes de béton, il faut l'attaquer au marteau-piqueur, donc vous devenez sourd aussi ensuite. Et puis par ailleurs, les questions qui se posent évidemment, c'est de se dire que si le livreur ne livre pas, alors la concurrence va avoir le chantier. Et donc, vous voyez qu'on voit apparaître finalement, au regard de l'analyse des tâches que vous avez sous les yeux, qui a été un troisième pan d'enquête que nous avons conduit, c'est-à-dire il faut préparer d'abord l'engin pour le livreur, il faut évidemment charger, il y a toute une question relative au transport. Pourquoi ? Parce que les livreurs ne sont pas forcément des gens qui ont une très grande expérience des itinéraires qu'ils doivent suivre. Plus exactement, ils ont une représentation visuelle des itinéraires qu'ils suivent. Mais si vous leur donnez une adresse précise, si vous leur dites pas c'est à côté du restaurant qui s'appelle Le Signal et tu prendras ensuite la deuxième à droite, etc., il y a un certain nombre de problèmes qui se posent pour eux de se repérer sur une carte. C'est-à-dire c'est avant tout visuel et ils ont du mal à se repérer, si vous voulez, au regard de visualisation symbolisée finalement, parce que ce n'est pas du tout leur mode de repérage central. Et du coup, ça crée évidemment des problèmes. S'il n'y a pas les points de repère qui ont été indiqués, je l'ai moi-même vécu, nous avons erré pendant un certain temps avec quelques mètres cubes de béton dans le dos, avant de trouver l'endroit où livrer, alors même qu'il y a un pilotage, évidemment. Alors maintenant, ils ont des moyens modernes, on va dire, des sortes de talkie-walkie ou de la radio-commande, ou de la radio, je ne sais pas comment on dit ça, là, voilà. Et donc, il y a une sorte de radio-guidage qui est fait par le centralier, qui, lui, en général, est quelqu'un de niveau scolaire un peu plus élevé, plus familier, en tout cas, de la lecture de cartes, et qui, à ce moment-là, reprend tout à zéro. Alors, on repart en arrière, on va jusqu'au croisement, et puis on repart, etc., pour expliquer de quoi il s'agit. Alors, ça pose évidemment des problèmes sur les temps de parcours et sur la qualité du béton qui est livré. Donc, il y a tout un aspect qui est... là aussi à traiter. Et puis vous imaginez bien que si le temps de transport a augmenté, alors la pression justement sur la livraison est assez importante. Donc il faut rajouter aussi ça aussi à la pression qui existe sur les chantiers. Alors, je passe le détail, mais simplement pour dire qu'au regard de ce qu'on a vu ce matin, l'option qui a été la nôtre, donc vous l'avez comprise, a été de ne pas faire l'impasse justement sur le travail lui-même. Et que ce qui a été évoqué ce matin, et on y est revenu à plusieurs reprises en fait, à la fois parfois le sentiment où on se retrouvait bien dans les résultats de l'enquête de ce matin et à d'autres moments où on s'y retrouvait moins bien, c'est bien l'idée que ce qu'apporte la dimension travail, si vous voulez, et le regard sur le travail, c'est aussi ce qui permet de comprendre justement quels sont les organisateurs du travail, quels sont les organisateurs de la compétence au travail, et que ces organisateurs ne dépendent pas seulement des représentations qu'on a sur le métier, mais vraiment ce qu'on fait dans la réalité. Alors vous avez par exemple ici donc une sorte de synoptique, si vous voulez, de l'activité des tâches plus exactement
des livreurs, des chauffeurs-livreurs, avec, vous le voyez, à la fois des éléments qui sont côté, on va dire, contraintes et variables, qui sont les problèmes d'accès, les problèmes de ligne électrique, donc les problèmes de localisation du point de livraison. Et puis, donc, un repérage vraiment spatial sur les chantiers, si vous voulez, qui est important. Et puis, les aspects, évidemment, risques encourus, si on livre. Et puis, les aspects risques si on ne livre pas, c'est-à-dire qu'il faut, à ce moment-là, négocier de façon assez importante avec le client et l'encadrement. Avec, évidemment, des risques qui ne sont pas sans conséquences. Sur les accidents, les dégâts matériels, la perte des primes, puisque ce sont des métiers dans lesquels les salaires ne sont pas extraordinaires, et où finalement, si on a des accidents, on perd des primes relatives à la livraison. Alors, ce qui va nous intéresser plus dans ce schéma, et d'une certaine façon pour nous servir de repoussoir, c'est que dans ce cadre-là, si vous voulez, ma première réaction, moi qui fais plutôt de l'analyse du travail pour la formation dans la perspective didactique professionnelle, sur lesquelles vous aurez probablement demain matin avec Pierre Pastré des informations plus, en tout cas des informations recueillies à la source, c'est évidemment, on s'est posé la question de savoir si pour éviter l'amorçage en termes de fonds de formation, si vous voulez, qu'est-ce qui est à acquérir dans la situation en question, et qu'est-ce qui pourrait faire l'objet justement des éléments de la formation. C'est de réfléchir d'abord des éléments relatifs, conceptuels relatifs au centre de gravité de l'engin. On a découvert en travaillant avec ces professionnels que l'essentiel des risques qu'ils encouraient, c'était dans les ronds-points, parce que quand le béton tourne dans la vis sans fin qui est à l'intérieur de la bonbonne, si vous voulez, ça fait remonter le béton sur le côté, et il y a des camions qui tombent comme ça d'un coup, à partir du moment où si les chauffeurs sont allés trop vite. Et puis évidemment, en référence à la ligne, au contact avec les lignes électriques, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il était relativement rare, si vous voulez, que évidemment d'abord qu'il y ait des lignes électriques, et qu'ensuite il y ait des contacts directs avec les lignes, c'est-à-dire que les chauffeurs-livreurs sont attentifs à la dimension qu'on ne va pas toucher, si vous voulez, la ligne ne va pas trop s'approcher. En revanche, les risques d'amorçage sont très très peu maîtrisés, notamment au regard de ce que vous avez dans l'ovale, le petit ovale endroit en bas à gauche, qui est la question de la distance minimale d'approche. C'est un arc électrique qui se forme, si vous voulez, parce que le voltage de la ligne est tellement fort que la proximité, les potentiels entre le bras articulé et la ligne crée un amorçage. Si vous voulez, c'est le même principe qu'un éclair entre le ciel et la terre. C'est vraiment la même logique, si vous voulez, de création. C'est la création d'un rapport direct entre le bras articulé et la ligne électrique. Or, il y a une prescription là-dessus. Il y a une prescription qui est quand vous avez 30 000 volts, alors vous approchez pas à plus de 5 mètres. Et si vous avez, etc., et donc il y a toute une déclinaison qui se fait de cette façon-là, avec un problème, c'est que quand votre bras articulé est à 35 mètres de haut, est-ce que les 5 mètres, vous les appréciez avec toute la tranquillité d'esprit qui conviendrait dans la situation? Et donc, on s'est dit, dans un premier temps, si vous voulez, que ce qu'on avait à construire comme contenu, comme conceptualisation du point de vue des livreurs de béton, c'était précisément cette distance minimale d'approche, en essayant donc de repérer, si vous voulez, les concepts en jeu et leurs relations. Alors, vous en avez ici une visualisation, hein, avec deux aspects très concrets. Donc, vous avez les variables, ionisation de l'air, gradient de potentiel, résistance, masse, distance. La différence de potentiel qui est ce qui est potentiellement créateur de risque. Et puis, deux éléments que les professionnels eux-mêmes doivent maîtriser. Donc, cette distance minimale d'approche dont je viens de vous parler. Et l'autre élément, c'est la tension de pas, c'est-à-dire qu'une fois que le camion est sous tension, on va dire, à ce moment-là, vous ne devez pas... Il y a une logique de répartition, si vous voulez, de la force électrique, finalement, on peut dire ça comme ça,
par cercle concentrique autour du camion. Et donc, surtout, il ne faut pas que vous créiez avec vos pas la même différence de potentiel. Donc, vous devez sauter à pieds joints, à cloche-pied, pour sortir de la zone électrisée et éviter vous-même justement d'être électrisé. Donc, c'est les deux aspects, si vous voulez, centraux de prévention du risque dans ce domaine. Et donc, on a fait un certain nombre d'analyses, si vous voulez, sur la connaissance de la théorie de ce risque, avec des groupes d'opérateurs plus ou moins expérimentés. Donc, vous avez sous les yeux, donc je vais aller assez vite. Évidemment, ils connaissent l'existence des risques électriques. Ils savent que le risque électrique est le plus important en volume. Ils citent éventuellement les risques qui sont liés aux tâches de déploiement du tapis et de lavage. Mais, globalement, quand on étudie, si vous voulez, les verbalisations qui sont produites, d'abord, il y a une ambiguïté sur la formation, c'est-à-dire que les opérateurs livreurs disent que la formation, ce n'est pas pour eux, c'est un truc pour les cadres. Que par ailleurs, chez certains opérateurs, donc, il y a des conceptualisations qui sont insuffisantes, c'est-à-dire pour traiter la tension de pas et les cercles concentriques que je vous ai cités tout à l'heure, ils disent il y a des arcs de cercle autour du camion, alors il faut qu'on fasse attention. Mais globalement, si vous voulez, il y a des simplifications assez abusives, notamment sur la puissance des lignes. Et ils vous disent toujours qu'ils sont capables de les reconnaître à l'œil. En fait, c'est beaucoup moins clair quand on se trouve véritablement en situation. Et globalement, ce qu'on signale, c'est une théorie du risque donc, qui est mal maîtrisée, mais aussi, et c'est là où on va en venir à ce qui nous intéresse plus particulièrement, une grande absence, et que nous avons remarqué du collectif dans la compréhension de l'activité de ces livreurs. Alors, par exemple, si on a pu assister, donc, et en tout cas se faire relater plus exactement un incident lié aux conditions sociales d'exercice, que j'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure. Un conducteur de pompe, une pompe c'est en fait un camion qui a un grand bras articulé qui peut faire jusqu'à 50-55 mètres de long, et qui, en raison de risques électriques, refuse la livraison. Alors, le chef de chantier, non seulement menace de faire appel à la concurrence, mais il menace aussi d'appliquer des pénalités financières, c'est-à-dire que les chantiers ont la possibilité, si vous voulez, de pénaliser la centrale à béton. Alors finalement, le conducteur cède, et au cours du déchargement, en fait, le bras articulé va entrer en contact avec la ligne pour un problème très bête, c'est que il regarde autre chose à un moment donné, quelque chose qui intervient dans le champ du camion, et du coup son bras continue à circuler et va aller toucher la ligne électrique. Et donc on constate à ce moment-là que dans beaucoup de cas, c'est moins un problème d'évaluation du risque que de pression sociale qui est faite sur les conditions de travail. Autre aspect qui nous semble être intéressant, c'est que sur la base des temps d'observation que vous avez sous les yeux, précisément, les aspects de l'activité qui nous ont intéressés, c'est le fait que cette gestion des risques sur les chantiers, elle est en fait le fruit d'une activité collective, notamment alors sous des formes qui peuvent être variées, vous les avez sous les yeux, mais qui dépend en fait de la possibilité pour le livreur de collaborer avec le chantier, de se coordonner avec les personnes qui sont sur le chantier. Et que si, du point de vue de l'opérateur livreur, effectivement, les conceptualisations qu'il a à produire ne sont pas complètement ficelées, en tout cas, et qu'elles sont imparfaites, ce qu'on constate, c'est l'absence de référentiel opératif commun. Et là, je reprends une expression qui date maintenant d'une sociologue du travail qui avait écrit ça en 1988, mais qui évoquait cette dimension, si vous voulez, de partage d'une représentation commune du contexte pour apprécier, si vous voulez, les contraintes de l'autre
et réciproquement, et donc de pouvoir à ce moment-là organiser une prévention des risques qui est quand même l'objet ultime de la formation que nous cherchons à construire. Alors, ça m'évoque, moi, directement, ce qu'on a vu ce matin. C'est-à-dire que si on reprend ce que disait André sur, par exemple, les pugilistes ce matin, l'importance de l'insertion professionnelle, l'importance du fait qu'on est sur des métiers qui sont des métiers plutôt émergents, comme les pêcheurs et les pugilistes, à ce moment-là, on voit bien qu'il y a une sorte de logique d'ensemble qui est bien portée par l'ensemble des acteurs, le coordonnateur, le tuteur et le stagiaire. Et on peut dire que le référentiel opératif commun dans les deux domaines qui ont été présentés, c'est précisément la volonté d'insertion professionnelle, avec les risques que ça comporte, comme le soulignait André, c'est-à-dire le fait que l'insertion, finalement, lamine un petit peu l'aspect formation. Alors, de la même façon, ici, si vous voulez, on se trouve un peu dans un cas similaire, c'est-à-dire avec quelque chose qui n'est pas partagé entre les acteurs du chantier et le livreur, et donc avec un référentiel qui manque, finalement, pour fonder des pratiques de formation qui viseraient la prévention. Et donc, vous voyez que vous avez sous les yeux là, la différence que justement nous avions établie avec les collègues qui ont fait cette étude avec moi, de réfléchir des questions sous un double aspect, en fait, à la fois de penser évidemment ce qui est, on va dire, sur le haut du slide, qui est la question de la conceptualisation du risque, mais on pourrait très bien penser, si vous voulez, dans votre domaine, la conceptualisation de l'activité. À table, on discutait très rapidement, au café plus exactement, on discutait rapidement du vol libre avec votre collègue. Et Stéphane disait, finalement, on passe de 2 dimensions à 3 dimensions dans l'air. C'est-à-dire que probablement, du coup, le risque par rapport à quelqu'un qui est voileux et qui circule, donc si j'ai bien tout compris, moi, en 2 dimensions, et puis le voileux en 3 dimensions. Alors ça change évidemment la nature du risque, et je pense que nous avons des experts dans la salle pour en parler. Et puis, par ailleurs, que dans le cas qui nous intéresse, c'est aussi de penser les formations qui sont construites et l'organisation des activités aussi en fonction des éléments plus sociaux et plus organisationnels de l'activité. Ici, par exemple, d'avoir accès ou d'intégrer, si vous voulez, à la formation prévention, en tout cas, c'est des questions qu'on se pose, d'intégrer à la formation prévention tous les aspects préparation du chantier. C'est-à-dire comment le chantier a été préparé pour que le livreur livre dans des bonnes conditions. Alors là aussi, il y a des prescriptions qui existent. Et puis en même temps, il y a toute une série de raisons pour lesquelles les prescriptions ne sont pas forcément suivies. Il y a par exemple des plans de prévention de sécurité, si vous voulez, qui doivent être établis par les chefs de chantier, dans lesquels, bien sûr, on va signaler la présence des lignes électriques. Mais en même temps, l'air, par exemple, dans lequel on va faire arriver le camion, eh bien parfois est positionné beaucoup trop près de la ligne électrique. C'est des choses toutes bêtes, mais qui méritent d'être réfléchies et qui sont des organisateurs importants, si vous voulez, de l'activité du livreur. Et il me semble que, et mon propos, dans le fond, c'est de nous amener à réfléchir, non pas toujours la formation du point de vue de celui qui doit savoir quelque chose et qui doit l'appliquer ensuite, même si dans votre cas, André nous a rappelé ce matin, dans votre cas, André nous l'a rappelé ce matin, vous êtes assez familier de ce rapport à l'encadrant, mais dans beaucoup d'autres domaines professionnels, ce rapport au collectif est très peu abordé. Ce rapport, voire même au tutorat, justement, en rapport avec un chantier, est très très peu abordé dans les formations, alors même que les enjeux sociaux sont forts du point de vue de la sécurité électrique. Donc si je récapitule un petit peu les domaines de compétences qui sont requis des livreurs, finalement, c'est à la fois donc, toutes les compétences relatives à l'identification du danger, toutes les compétences relatives à la gestion des risques en situation. Et on peut dire que, en termes de prescription, si vous voulez, en termes de formation formelle, ça
sont des dimensions qui sont relativement faciles à mettre en musique dans une formation. Et en même temps, la situation de travail crée évidemment a une incidence particulière sur ces différents aspects, parce que se pose surtout la question de l'identification du risque, et notamment donc en référence à la distance minimale d'approche et la propriété de l'engin, mais aussi au fait de pouvoir résister à la pression sociale. En d'autres termes, ça veut dire que c'est intégrer aussi à l'intérieur des formations la préoccupation des caractéristiques de la situation traitée, qui finalement sont des caractéristiques qui sont peu connues. Et là, l'enquête de ce matin, d'une certaine manière, le souligne aussi. C'est que dans les différents champs disciplinaires qui ont été abordés, finalement, on découvre des choses. C'est que la discipline est très structurante et que ce n'est pas la segmentation professionnelle qui l'emporte. En d'autres termes, ça voudrait dire qu'ici, penser le livreur tout seul, manifestement pour la prévention des risques, ce n'est pas forcément la bonne solution. Et que donc, et c'est la question qu'on se posait aussi avec un autre collègue tout à l'heure, c'était de se dire, est-ce que chez vous, quand il y a un encadrant et un stagiaire, ou un tuteur avec un stagiaire, finalement, c'est vrai qu'on aborde assez peu les formations du point de vue des binômes que ça constitue. On les aborde plutôt en disant on va former le stagiaire et puis on forme le tuteur, c'est-à-dire une forme de taylorisation qui perdure, si vous voulez, et qui, dans un cas ici un peu dramatique, évidemment, ça a fait durer le risque. Mais dans votre cas, évidemment, les risques sont peut-être différents, mais en tout cas, sur la performance, en tout cas, du tutorat, alors, je pense qu'il y a des situations dans lesquelles chez vous, ça marche peut-être mieux qu'ailleurs, pour les raisons historiques qui ont été évoquées. Mais finalement, toute la littérature du tutorat qui a beaucoup de mal à renverser cette tendance de la rupture entre théorie et pratique, elle s'inscrit aussi dans les dispositifs, c'est-à-dire que c'est aussi le dispositif qui fait perdurer cette distinction entre les deux éléments. Alors, quelle retombée pour la formation? Alors, nous, on a essayé de systématiser un petit peu, si vous voulez, les questions de la théorie du risque, mais avec des problèmes qui sont pour nous assez considérables. C'est-à-dire que si les livreurs rencontrent des problèmes sur l'appréciation de la distance minimale d'approche, il faut bien reconnaître que de notre côté, pour conceptualiser, aider à la conceptualisation de la distance minimale d'approche, on a bien besoin à ce moment-là d'études expérimentales, finalement. Ça dépend de travaux probablement de psychocognitifs purs et durs, si vous voulez, pour essayer de mieux saisir comment est-ce que quelqu'un apprécie une distance. Et c'est pas gagné. Et donc, oui, théorie du risque, oui, mais moyennant une étude complémentaire. En revanche, réfléchir les compétences requises pour le travail collectif. Alors, c'est ce que nous avons commencé à faire, tout simplement d'abord en essayant de faire des propositions qui ne sont pas des propositions de formation, mais de réfléchir les traces et les procédures qui permettent de produire cette prévention. Notamment, alors vous avez des petites images, vous voyez que c'est en gros quatre documents différents. 4 documents différents, mais qui en même temps traitent de la même question et font apparaître la question des risques électriques et du positionnement des points de livraison par rapport aux lignes électriques, à la fois au moment de la prise de commande, à la fois au commercial, à la fois au chef de chantier, à la fois au chauffeur-livreur, c'est-à-dire avoir la possibilité, si vous voulez, de contrôler les conditions dans lesquelles la livraison va pouvoir s'effectuer. Et puis, deuxième aspect qui a été évidemment produit, parce que le calendrier de la branche professionnelle et du ministère du Travail n'était pas le nôtre, c'est qu'évidemment, les films qui ont pu être produits, les éléments de l'étude que nous avons produite, ont été rassemblés par une des branches professionnelles qui s'appelle le Syndicat national des professionnels du béton prêt à l'emploi. Je ne savais pas que ça existait auparavant. Et finalement, on repris ces éléments de l'étude et on donnait lieu à une vidéo pédagogique qui est totalement centrée sur les aspects sociaux, justement, de la livraison, avec notamment l'instauration d'un droit de retrait, si vous voulez, du livreur, pour ne pas livrer si les conditions sociales ne sont pas réunies. On a essayé ce que je vais vous présenter là maintenant, c'est plutôt essayer de dire, d'essayer de faire avancer la réflexion sur ce champ-là, parce que je pense qu'on pourrait poursuivre le débat là-dessus.
nous, ce qui nous a frappé, d'abord, peut-être le premier point, c'est de constater finalement que cette activité de livraison devenait une activité de service. Et que du coup, elle pose la question de la place d'autrui dans l'activité, au sens où ce qui fait problème, d'après nous, c'est qu'en gros, la livraison n'est pas un objet de travail commun aux personnes. Dans le fond, la livraison, c'est le problème du livreur, point barre. Et que, au regard de ça, d'ailleurs, comme dans une relation de service, et pourquoi c'est pas un objet de travail commun, plus exactement, c'est que là, et là je reprends une définition qui a été produite par Pierre Falzon, qui est un ergonome français, qui définit en fait la relation de service comme justement donc ayant un objet commun aux interactants, qui dit que finalement il y a une inégalité de moyens physiques, cognitifs et de pouvoir d'agir finalement des personnes dans la situation. Hein, on rend un service, imaginez le service que vous rend votre banquier, hein, qui ne se prive pas de dire qu'il vous rend un service. Évidemment, il a les moyens cognitifs, notamment sur les aspects financiers. Vous comprenez rien au taux d'intérêt, mais enfin, vous cherchez à lui dire qu'effectivement, vous avez compris quelque chose. Mais globalement, il y a une égalité de moyens entre les interactants. Il y a aussi l'existence de moyens complémentaires, au contraire, qui sont mobilisés. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes des usagers ou des participants à la relation de service qui venons avec un point de vue sur la situation dans laquelle nous nous trouvons. Prendre un exemple que je connais bien aussi, celui des kinésithérapeutes. Quand vous arrivez, le kiné, il repère un certain nombre de choses pour vous soigner, mais en même temps, vous l'orientez quand même. Vous lui dites, c'est plutôt là que j'ai mal, même s'il vous dit, ne vous inquiétez pas, je vais les regarder ailleurs parce que c'est là que ça se situe, mais spontanément, vous essayez de participer à cette relation-là. Hein. Et puis, il y a donc une relation instituée socialement qui suppose d'abord donc que le spécialiste du domaine soit disponible pour travailler la question. Il y a que de l'autre, celui qui est destinataire, de l'autre interactant en tout cas, soit sincère dans sa demande. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de réciprocité, si vous voulez, de disponibilité, de sincérité. Et puis que de part et d'autre, on ait envie que le problème se résolve, quoi, hein, qu'il y ait une satisfaction de la demande. Alors pour nous, dans le domaine, évidemment, dans ce domaine-là que je viens de vous présenter, mais il faudrait le penser dans votre cadre à vous, c'est de se dire finalement, alors, s'il y a un tuteur, un coordonnateur et un stagiaire, alors de quels moyens disposent-ils? Quelles sont leurs attentes réciproques? Et quels sont éventuellement les types de compétences qu'ils maîtrisent les uns et les autres pour conduire à une réussite de l'interaction et à la réalisation dans la meilleure condition du service. Alors, ça nous a amené, nous, à essayer de nous dire finalement, alors quelle est la place de l'autrui dans la compétence de quelqu'un, hein. Et il nous semble d'abord que l'autrui, ça peut être un élément de l'environnement, tout simplement, hein. C'est quelqu'un il est posé là, il fait partie du paysage, on va dire. Et donc, il y a une forme de situation de coprésence, si vous voulez, qui ne suppose pas, en fait, de compétences partagées ou collectives, hein. Alors, c'est le cas, par exemple, dans ce que je vous ai présenté ici, quand on voit les livraisons auprès des immeubles. Alors, précisément, là, il y a une sorte de coprésence, mais personne ne se dit bonjour, à la limite, hein. Ils sont vraiment pas engagés les uns avec les autres dans une relation. Il y a d'autres types de relations aussi, et une autre manière de voir autrui, c'est de le considérer comme un partenaire du travail. Et là, on serait plutôt, si vous voulez, dans une situation de coproduction, hein, qui ne mobilise pas, là encore, tout de suite de compétences partagées, mais plutôt une coordination de compétences individuelles. Et dans ce cadre-là, on voit bien, par exemple, si vous voulez, sur un chantier, quand les différents représentants des corps de métier de seconde œuvre, par exemple, interviennent, bien, ils interviennent successivement et en général, on essaye de s'arranger pour ne pas trop se déranger, justement, dans les actions. Mais autrui peut être un objet du travail. C'est le 3e cas de figure, si vous voulez, dans lequel,
et c'est le cas en général des relations de service, l'enjeu de l'activité, c'est d'agir sur les autres. Et là, la compétence est souvent individuelle, et pour celui qui l'exerce, c'est de créer, si vous voulez, les conditions de coopération, justement, avec son client. Hein. Alors, par exemple, là, les chauffeurs-livreurs, évidemment, avec les maçons, ils sont dans la création de conditions de coopération, parce que si le livreur ne met pas la main à la pâte, on va dire, notamment quand, par exemple, il faut tirer le béton, eh bien, le maçon, il s'en tire pas tout seul. Hein. Il voit arriver tout le béton qui coule, et lui, il est là à tirer comme il peut, à faire son béton, et ça, c'est difficile. Et puis, quatrième aspect, c'est que autrui, c'est aussi des destinataires de l'activité. C'est-à-dire, ils ne sont pas forcément présents au moment de l'action, mais ils sont présents dans la tête du sujet. Et ça guide l'organisation de l'activité. Voilà, finalement, quand on prépare des cours, vous et moi, les destinataires de notre cours sont très présents dans notre tête. Hein. C'est-à-dire qu'on essaye de se dire mais comment est-ce qu'on va s'y prendre. Et donc, on est bien là dans une situation, finalement, on pourrait dire, de codéfinition de l'action, c'est-à-dire que autrui n'est pas présent physiquement, mais il est en nous. Et il y a une sorte de codéfinition de l'action, si vous voulez, qui intervient. Donc, il y a une dimension, alors, non pas du collectif de travail, mais une dimension collective du travail qui est manifeste et qui est traitée par les personnes. Et on peut considérer, finalement, que le collectif n'est pas une réalité seulement extérieure, justement. Hein. C'est-à-dire que dans l'activité individuelle, finalement, le collectif, il est présent. C'est-à-dire le chef de chantier, le centralier, etc., le type, il les a dans la tête quand même. Hein. Alors, ça invite, si vous voulez, à distinguer pour nous, peut-être, les éléments relatifs à la compétence qui est mobilisée. Hein. Si on est dans le premier cas que je vous ai cité, c'est-à-dire dans les situations de coprésence, finalement, les individus ne sont pas en lien les uns avec les autres. Et on pourrait dire qu'on a en face de nous une collection de compétences, mais pas un collectif. C'est plusieurs choses que vous disiez vous-même à l'instant. Dans le deuxième cas, quand le service requiert la contribution de l'usager, alors là, on est vraiment dans des compétences conjointes qui sont de deux ordres. Des compétences qui sont individuelles, ajustées à l'autre, pour faire, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut faire. Et donc, il y a des compétences, on doit faire ensemble, et donc, il faut faire. Et puis, il y a une compétence partagée qui est que pour faire, il faut qu'on se coordonne. Et donc, il y a des compétences partagées qui, en fait, sont mobilisées pour la construction et le maintien de l'interaction. C'est-à-dire, c'est des compétences plus, alors, communicatives, je ne sais pas comment le dire, peut-être, mais en tout cas, des compétences partagées qui construisent et maintiennent l'interaction. Et puis, c'est un peu la même chose qu'on retrouve dans le troisième cas. C'est-à-dire que les compétences, ces compétences conjointes, elles s'étayent sur l'organisation des actions d'une part, mais d'autre part sur la mobilisation de chacun dans ce collectif. L'organisation des actions au sens où il faut réaliser, et puis c'est la mobilisation de chacun dans la situation. Mobilisation qu'on pourrait dire subjective, parce que c'est vraiment le point de vue singulier de la personne sur l'action qu'elle est en train de conduire. Alors, ça distingue justement cette espèce de cadrage-là que j'essaye de faire. À mon avis, ça distingue ces types de compétences, et ça nous aide, me semble-t-il, pour la formation. Elle se distingue des compétences qui seraient d'une compétence collective, pour le coup. Parce que dans une compétence collective, ce serait ni de la coprésence, ni de la coopération. Ce serait plutôt un ensemble de deux conditions,
D'abord, et pour reprendre des éléments, alors pour le coup, que Eliane appelait de ses voeux ce matin, la compétence qui est vraiment la mobilisation subjective, justement, dans une situation qui est redéfinie par la personne. Finalement, une compétence, c'est quoi? C'est pas seulement ce qui est à faire, c'est-à-dire c'est ce qu'on fait dans une situation donnée à un moment donné. Donc il y a bien une redéfinition par le sujet de la situation et de la façon de s'y prendre. Et dans ce cadre-là, vous voyez que cette compétence collective, elle n'est pas commune. Elle n'est pas commune parce que justement, il y a une redéfinition individuelle. C'est-à-dire que c'est le collectif, l'aspect collectif, eh bien, il passe d'abord par le filtre des sujets et de la redéfinition qui font des situations. Et au contraire, le collectif, ce serait qu'elle est produite par chacun, mais dans la réunion au collectif. C'est-à-dire qu'elle est retravaillée par chacun, mais dans la réunion au collectif. Et donc, à la redéfinition aussi que chacun fait de ce que c'est quoi ce collectif. Et je pense qu'une des clés peut-être de l'enquête que nous a rappelé André ce matin, et je suis désolé pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, mais je pense qu'il y a cet aspect-là, c'est-à-dire de relier en gros dans les trinômes là, que André a évoqués de tuteurs, stagiaires et coordonnateurs, est-ce que d'abord ils se perçoivent, eux, comme des gens qui sont un collectif? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait expliquer les résultats qu'on a évoqués ici, hein? Donc, la compétence, une compétence qui serait collective, hein, si j'essaie de poursuivre, moi, mes livreurs et de voir comment est-ce que je pourrais m'y prendre, une compétence collective, ce serait en fait la représentation pour chacun du collectif et de chacun des autres dans ce collectif, comme élément qui serait structurant de l'organisation individuelle, et y compris pour apprendre. Et puis le deuxième aspect probablement qui ferait collectif dans cette compétence, ce serait une représentation commune des coopérations qui sont exigées, des processus nécessaires, des résultats attendus pour pouvoir faire face ensemble à des situations qu'on ne pourrait pas traiter tout seul. Il recommence parce que... Donc deux aspects dans la compétence collective. D'abord donc l'idée de représentation pour chacun d'un collectif et de chacun des autres, comme élément de l'organisation individuelle. Ça, on peut le penser de façon assez simple. Les Corses organisent l'activité des métropolitains qui viennent s'installer en Corse, parce que justement, il y a des représentations qui se construisent. Non. Et puis, oui, mais en même temps, quand nous étions à table et que le collègue me racontait justement comment arrivent les nouveaux métropolitains en Corse, c'est-à-dire que ce que cherche à faire le collectif du CREPS là-bas, c'est le deuxième aspect, c'est-à-dire de créer et de faire partager une représentation commune finalement des coopérations qui sont exigées, hein, des processus qui sont nécessaires, des résultats attendus pour pouvoir faire face ensemble à la singularité des situations. Alors, notre collègue évoquait le fait que quand de temps en temps il y a un peu de boum-boum ou des inscriptions sur les murs, lui il dit on se calme, ça va passer, t'inquiète pas, c'est une poussée de fièvre. C'est-à-dire que il contribue à ce que tout le monde fasse face ensemble à une situation qui pourrait être mal vécue par l'ensemble des personnes. Alors, évidemment, ce qui commence à nous donner des billes peut-être pour la formation, c'est de savoir si cette représentation elle est stabilisée entre les différentes personnes qui participent de ce collectif, c'est-à-dire s'il y a une représentation stabilisée et qui présente suffisamment de proximité pour tous, pour qu'on puisse justement en faire quelque chose pour apprendre. Donc, la deuxième question peut-être qui est à traiter au regard de ces aspects de collectif et compétences, c'est de se dire finalement, est-ce que la prise en compte du collectif est une condition pour le maintien de cette représentation
partager, on va dire, des situations engagées et vécues surtout. Alors, il faut peut-être dire à cet égard que précisément, et là on est tout à fait en cohérence avec les résultats de l'étude de ce matin, c'est que finalement cette représentation, elle ne se construit pas seulement dans une action professionnelle, ou plus exactement, l'action professionnelle n'est pas le seul lieu d'élaboration de cette représentation commune. En fait, il y a certains savoirs qui peuvent y contribuer, évidemment, à cette représentation commune. Il y a même des situations de formation très construites qui visent à produire une image collective du travail. Et donc, ça nous invite à revisiter, un peu au pas de charge, à revisiter la question du développement de compétences, peut-être en rappelant alors tout simplement, et pour finir, deux choses particulières qui ont été aussi évoquées ce matin à travers le résultat d'études. C'est d'abord que le développement de compétences, donc il y a une dimension dont on en parlera plus avant, probablement demain dans la journée, c'est ce qu'on pourrait appeler une dimension cognitive, pragmatique et instrumentale, celle que Pierre Pastré va amener demain matin, probablement en parlant aussi de réflexivité, qu'il a fondée, si vous voulez, sur l'idée que devenir compétent, c'est d'abord apprendre à caractériser les situations, que c'est aussi mobiliser des schèmes adaptés ou adapter des schèmes à des situations, et puis que c'est développer la capacité des personnes à utiliser des artefacts pour permettre la réalisation de l'action en situation.